merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cet événement pour l'accueil chaleureux et pour avoir réussi à concrétiser un si beau colloque. Je remercie également le comité scientifique pour avoir accepté une proposition dont l'objet en question s'y trouve souvent méprisé. Je parlais bien évidemment de l'objet de cette présentation, les vidéoclips, et plus précisément un vidéoclip dans le genre musical qui normalement est très marginalisé, à savoir les métals. Ainsi, dans le cadre de ces colloques, ce que je vous propose aujourd'hui est exactement une analyse audiovisuelle du vidéoclip amazonien, groupe de métal français Gojira. Bon, en raison de notre limitation de temps, nous avons décidé d'explorer dans cet exposé seulement deux parties de notre texte, à savoir la problématique de l'appropriation de la thématique de la soi-disant musique des protestations de la chanson engagée par les métals et l'analyse audiovisuelle de notre objet. Cependant, pour des raisons d'ordre méthodologique, il convient juste de souligner que nous considérons le vidéoclip à partir de la perspective des chiants, c'est-à-dire comme en étant tout simplement l'ajout d'un composant visuel sur une chanson. Juste, excusez-moi Alexandre, oui. J'ai l'impression que ça n'enregistre pas. Est-ce qu'il ne faut pas lancer l'enregistrement? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Désolé. Pas de souci. En ce qui concerne la chanson engagée, les premiers problèmes qui s'en posent est celui de la définition. Parce qu'il est déjà difficile de trouver une définition proprement dite de ce que serait la chanson engagée. Et puis parce qu'elle ne semble pas être un phénomène unique, mais elle est produite d'une confluence d'éléments, c'est-à-dire un mouvement à la fois artistique et social. José Ramos Tinholen, un journaliste et historien de musique brésilienne, connu pour ses nombreux ouvrages qui reconstruisent les chemins de la musique populaire au Brésil, nous explique que la chanson de protestation est née dans ces pays comme réponse des intellectuels bourgeois à une grande vague de consommation de la culture étrangère. Cependant, avec la dégradation de l'économie et l'augmentation de la pauvreté au Brésil des années 60, ces universitaires bourgeoises n'arrivaient pas à être assimilées par les marchés de travail, comme nous explique l'auteur, et je les cite. Au début des années 60, alors de la réalité de la politique de développement initiée sur le gouvernement de Juscelino Kubitschek, s'avérait incapable d'absorber dans ses cadres économiques les premières générations des professionnels universitaires. L'absence de perspectives d'ascension socio-économique a conduit les étudiants à une attitude de participation critique à la réalité, ce qui les a amenés irrévocablement sur les terrains de la politique. De cette façon, la chanson engagée au Brésil cherchait à s'approprier du code de la musique populaire pour insérer dans un contexte plus large de la scène culturelle des questions concernant les aspects sociopolitiques du pays. Cette approche très maladroite et infructueuse a essayé ainsi, à partir du mélange de la chanson populaire avec la frustration de la bourgeoisie, d'établir la chanson des protestations au Brésil comme si la culture de la haute société pouvait illuminer les plus démunis. Or, si d'un côté, cette stratégie se montre inefficace, et même un peu absurde, aujourd'hui, les récits de Tinholen nous clarifient sur un autre point très important. La chanson engagée ou la chanson de protestation ne possède pas un rapport spécifique avec un genre musical ou l'autre. Au contraire, ce n'est pas le genre musical qui fait la chanson des protestations, mais les partages de valeurs. Si ces valeurs sont saisies et reconnues comme étant des valeurs justes et qu'elles sont partagées par la communauté donnée, l'adhésion au contrat judiciaire peut avoir lieu et la chanson des protestations peut trouver son écho dans les destinataires. Cela peut être constaté lorsque nous prenons l'exemple des trois chansons qui peuvent être considérées comme des chansons engagées ou encore comme des chansons de protestation, à savoir la Marseillaise, Bella Ciao et Fight the Power. Ces derniers du groupe de hip-hop américain Public Enemy. Or, ce que nous voyons ici avec ces trois chansons, c'est l'exemple qu'une chanson engagée ou de protestation ne possède pas une articulation ou une esthétique prédéfinie. Ce sont trois chansons complètement différentes, composées dans des époques différentes et des genres musicaux différents. Ainsi, nous avons apporté ces exemples pour que nous puissions mieux comprendre que la chanson engagée ou de protestation ne caractérise pas un genre musical, mais une attitude face au moment socio-économique d'une société donnée. Une attitude qui d'ailleurs manifeste des valeurs euphorisées considérées comme justes par ces mêmes groupes. Dans les cas contraires, croire que la chanson de protestation appartient à un genre musical préviendrait à dire, par exemple, que toutes les chansons de hip-hop ou de rap sont engagées, ce qui n'est pas du tout vrai. Tout cela nous permet alors de dire que les métal engagés n'est pas une appropriation d'un genre musical, mais un cri de révolte et d'indignation. Il convient aussi de souligner
que ces mouvements dans les métal n'est pas nouveauté, ni en effet de mode. Si nous considérons que la légendaire chanson de protestation Fight the Power du groupe américain Public Enemy est apparue en 1989 et que les groupes brésiliens de métal Sepultura chantaient Arise contre l'idée d'une guerre sainte en 1991, encore Refuse Resist contre la violence et l'État envers son peuple en 1993, nous verrons que l'histoire de métal s'y confond avec l'histoire de la chanson engagée et des protestations. Dans ce même mouvement, nous pouvons aussi citer d'autres groupes de métal plus ou moins connus, comme par exemple Rage Against the Machine, Napalm Death, au plus récent, Gojira. Et c'est exactement sur celui-ci que nous allons parler maintenant, et plus précisément sur les vidéoclips de la chanson Amazonia. Amazonia est le premier single du dernier album Fortitude du groupe de métal français Gojira. L'engagement du groupe dans ces morceaux commence dès son titre, en allant jusqu'à des actions plus concrètes, comme par exemple la distribution de tous les bénéfices de la chanson à la articulação dos povos indígenas do Brasil. Une institution qui a comme objectif la valorisation nationale de la culture et des peuples autochtones. De plus, en août 2021, les chanteurs du groupe ont même rejoint une manifestation au Brésil organisée par les peuples indigènes contre un projet de loi qui cherchait à réduire leur territoire. De cette façon, il nous semble évident que les clips de cette chanson semblent aussi marquer cet engagement et mettant l'accent sur l'axiologie entre vie et mort. Je me permets là juste de vous montrer les morceaux. Ça dure environ 5 minutes, du coup ça va faire une session au cinéma aussi. Ça va vous réveiller. Voilà. C'est la fin ou c'est la seconde? Voilà, c'est ça, ça fait partie de l'analyse aussi. Après avoir vu ces clips, c'est que nous attirons l'attention et que même si les titres de la chanson fait référence à l'Amazonie et que nous avons plusieurs images de celle-ci, nous ne retrouvons pas la même utopie dans la représentation des ethnies indigènes. En effet, il est possible de visualiser la participation de 6 ethnies différentes. Je ne veux pas les nommer ici parce que je ne saurais pas les dire. Voilà. Cependant, une de ces ethnies ne fait pas partie des ethnies amazoniennes. Une autre caractéristique qui nous intrigue dans l'ensemble de notre objet est que les images utilisées des rituels, indigènes n'établissent pas un narratif qui dialogue au niveau de l'expression et du contenu avec le vidéoclip. Autrement dit, l'interdiscursivité existante est plutôt référentielle, c'est-à-dire la séquence des images utilisées des rituels sont presque vidées de leur sens original afin de rendre possible la création d'une narrative propre, celle-là du vidéoclip en question. C'est donc en raison de cette stratégie discursive qui privilégie la construction du sens dans l'éminence de l'objet que nous pouvons passer à l'analyse du sens construit et manifesté à partir des articulations de ces vidéoclips, sans nous préoccuper avec la signification de rituels présentés. De cette façon, l'équipe introduit dès son premier cadre l'un des sujets principaux de la narrative, la forêt amazonienne. Il nous semble que l'adoption de cette stratégie discursive cherche à construire une isotopie dès le début, en réunissant les titres du morceau avec les premiers éléments visuels qui nous est présentés. De même, le mouvement de la caméra qui petit à petit prend de la distance cherche à nous présenter la forêt amazonienne à la fois comme quelque chose de grand et aussi comme inconnu, car nous ne sommes pas capables de voir sa fin, et parce que cette perspective en plan général ne nous laisse pas voir en profondeur tout ce que la constitue. Ainsi, en plus de mettre en contexte la chanson à partir de la réintégration du plan de contenu avec les plans d'expression, les vidéoclips nous invitent à connaître ce qui se passe à l'intérieur de cette forêt. C'est donc dans ce sens que nous pouvons remarquer qu'entre le début de la chanson jusqu'à la minute 1:02, nous avons ce qui ressemble à une présentation de la vie et de la culture des peuples autochtones qui habitent dans cette forêt. Les images intercalées des rituels et de la forêt produisent en effet des sens de découverte. Plus on rentre dans cette forêt, plus de choses nous allons découvrir. En effet, ces manques de savoir sur la forêt et la vie qui l'habite renvoient ainsi à l'idée d'une richesse non connue. En même temps, les paroles de la chanson semblent valoriser euphoriquement la prise de conscience sur ces peuples et leur culture. Une fois arrivé au refrain de la chanson, entre 1 minute 3 et 1 minute 15, les discours qui auparavant priorisaient la découverte d'une Amazonie riche changent de ton et se transforment en une dénonciation de la violence contre la forêt et sa population indigène.
Ainsi, dans la première partie du refrain, nous avons l'image d'une Amazonie verte, pleine de vie et de richesse, en syncrétisme avec la phrase chantée « The greatest miracle ». C'est que nous proportionnons en effet de sens euphorisés, tandis que dans un deuxième moment, nous sommes confrontés à ces mêmes miracles en train de brûler, encore une fois, en utilisant le syncrétisme entre l'image et les paroles « is burning to the ground ». Cela étant, il est intéressant de souligner que la première partie de ces vidéoclips nous montre donc un parcours assez particulier de narrative. Tout d'abord, elle nous montre la richesse de l'Amazonie, une richesse culturelle et biologique, pour ensuite nous impacter avec cette richesse qui part en fumée et qui ravage des vies. Cette même logique narrative qui cherche à mettre en relation la forêt qui brûle et les vies en danger est rallongée visuellement dans les clips, dans les points, les bridges de la chanson entre 1 minute 16 et 1 minute 36. Ainsi, c'est à partir de cette prise de conscience qui permet l'émergence de la confrontation axiologique entre vie et mort que la narrative visuelle semble changer encore une fois de temps, en s'appuyant sur les paroles « on to the next stage of the plant ». Cette fois-ci, entre 1 minute 27 et 1 minute 36, nous voyons des indigènes qui semblent se préparer pour une confrontation, qui appellent au rassemblement afin de combattre cette situation qui met en danger leur vie et leur culture. De cette façon, il est possible de remarquer les syncrétismes des images d'une telle préparation avec les paroles « A handful of thunder will rise one last time », en faisant même connotation à un possible dieu de la pluie. Ensuite, avec la répétition rythmique de refrain entre 1 minute 37 et 2 minutes 3, nous avons la suite de cette confrontation, c'est-à-dire, si avant nous avons vu leur préparation, maintenant nous allons faire face à leur ennemi. Nous expliquerons plus tard pourquoi nous utilisons les guillemets pour faire référence à cet ennemi. C'est donc sur les syncrétismes des paroles « There's a fire in the sky, you're in the Amazon » que nous visualisons cet ennemi, toujours entre guillemets, qui incarne la position axiologique de la mort à partir de la figure de feu. Cependant, lorsque nous avons dans les paroles la phrase « The greatest miracle », nous sommes confrontés non plus à des images de l'Amazonie, mais à deux images de deux indigènes et d'ethnies différents, qui regarde avec respect ces grands miracles qu'est la forêt. C'est là suivi de la phrase is burning to the ground. Au-delà d'ajouter un effet passionnel à la narrative, nous informe que non seulement leur maison, la forêt est en train de mourir, mais eux et leur culture aussi. À son tour, c'est ces parcours narratifs qui nous permet alors de comprendre entre 2 minutes 4 et 2 minutes 40 qui est sous les syncrétismes des paroles Mighty Amazonia, Killing Amazonia, Godly Amazonia, Bloody Amazonia, nous est présenté effectivement une préparation pour la guerre. Mais cette fois-ci, la guerre n'est pas pour sauver seulement la forêt, mais aussi leur vie. Les images des rassemblements et celles où ils bataillent entre eux réitèrent aussi cette perspective. Ensuite, nous avons une autre partie de la chanson qui va introduire une nouvelle tension de la narrative, dans la mesure qu'elle nous donne quelques pistes sur qui est le vrai ennemi des populations autochtones. Cette partie, entre 2 minutes 42 et 3 minutes 35, qui s'est focalisée sur les images de la destruction occasionnée par les feux, suivie par les paroles « Another gold mine is unveiled, the source of our sorrow, embedded in these walls of green, is the curse that we follow », nous montre que les feux n'est pas la source de leur problème. Ce n'est pas les feux qui mettent la forêt et leur vie en danger, mais alors, qui est le responsable pour toute cette destruction? C'est exactement cette question qui nous semble être reprise avec vigueur en 3 minutes 26 et 4 minutes 8 du clip. En montrant une dernière fois l'image de la forêt à partir d'un plan général, ils nous font voir que ces grands miracles d'autrefois brûlent maintenant. Cette tournure est ainsi marquée par le syncrétisme des paroles The Greatest Miracle, mais cette fois-ci avec l'image de l'Amazonie qui brûle. Ainsi, la réponse à la question qui est les responsables pour toute cette destruction surgit à partir de 4 minutes 10, lorsque nous voyons l'image de populations autochtones en train de manifester devant les congrès nationaux. C'est l'image en question. À la fin du vidéoclip, entre les images de manifestations des indigènes devant les bâtiments qui abritent la résidence de l'actuel président de la République du Brésil, Jair Bolsonaro, et les images où la forêt brûle, il est possible de remarquer une image assez curieuse, celle des indigènes autour du feu. L'effet de sens de cette image nous renvoie à l'idée qu'effectivement, ce n'est pas les feux les vrais ennemis de la forêt, ni des indigènes, mais la classe politique qui sans arrêt approuve le débat, qui implique une réduction de la zone de terre indigène et les met à la vente pour l'exploration agricole. De plus, ce qui nous attire l'attention est le fait que la chanson finit avec la même mélodie du début, comme une sorte de ritornello, en s'ajoutant à cela des images qui évoquent les moments
du rassemblement des indigènes à la fin de la journée. Toutefois, cette boucle musicale finit par évoquer l'idée que la bataille n'est pas encore terminée et que le lendemain sera encore un autre jour de lutte pour la forêt et pour les droits des populations autochtones. Ah, pardon, j'ai oublié mon... Voilà, c'est bon. Merci. Merci Alexandre. Bien, peut-être, alors c'est un sujet très intéressant, parce que là on prend un objet communique qui est au croisement des industries musicales, d'un témoignage de protection et d'engagement, puisque vous dites que les fonds sont versés en même temps à des associations, si j'ai bien compris. Alors peut-être qu'il y a en préalable ce qu'on pourrait, enfin je pense que vous les connaissez, mais peut-être vous inscrire un peu plus dans les courants, les approches en information communication des industries culturelles et créatives, où justement vous avez, je pense à l'équipe des équipes de Paris 13, autour de Boutillon, Pierre Meuglin et bien d'autres, qui ont approché aussi des objets un peu comme ça, spécifiques, comme des podcasts, comme l'équipe, etc. Donc vous n'êtes pas tout seul, quoi. Donc vous pouvez trouver des références peut-être intéressantes de ce côté-là, sur la manière de décortiquer ces objets pour les faire parler, quoi, avec un problème aussi qui se pose dans la... Moi, je connais un peu, enfin, je ne connais pas si mal le Brésil, et c'est vrai que le Brésil a quelque chose d'assez particulier, vous l'avez évoqué au début, c'est la force et la présence de la culture populaire. Je ne connais pas beaucoup de pays au monde qui ont donné le nom du plus grand aéroport international à un musicien, l'aéroport Antonios Carlos Jobim. Et il faut voir, par exemple, l'adulation qu'il y a autour de Jobim. J'y suis allé en 2012. Il faut voir et beaucoup de mes collègues là-bas m'ont parlé de cette capacité qu'a le Brésil de ressourcer la société à partir de la culture mamba, c'est-à-dire cette culture qui monte plutôt des favelas, des cultures populaires, des musiques. Bon, la place de la samba, par exemple, si Jobim est adulé, c'est qu'il est considéré comme un musicien quasiment intemporel et universel. Et donc, cette idée qu'il peut y avoir une culture populaire qui essaime par le bas et qui rencontre la culture bourgeoise ou élitiste, oui, effectivement. Et là, vous avez vraiment une approche type industrie culturelle. Donc, je pense que ce serait intéressant de vous convoquer ça comme référence aussi dans vos analyses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y en a dans la salle. Ben, je vous laisse vous présenter et poser la question. Bonjour, je suis Julia Samanfarava, je suis docteur. Alors, on ne va peut-être pas vous entendre. Ce serait peut-être bien que vous vous rapprochiez un peu, parce que les gens qui sont à distance ne risquent pas de vous entendre. Je suis doctorante en information et communication ici à Louvain-la-Neuve. Je travaille avec l'analyse de l'image et des vidéos, notamment. Et c'est intéressant pour moi aussi. Est-ce que vous allez comparer cette vidéo avec d'autres vidéos qui renvoient aussi vers résistance de la population? Et est-ce que vous allez regarder aussi les réponses des audiences dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils pensent, et voilà. C'est quoi l'avenir de cette recherche? D'accord, merci. Merci pour la question. Tout d'abord, en fait, c'est juste, comment je peux dire, pour revenir au sujet apparemment, c'est plutôt une question de méthodologie et tout. En fait, la vidéo elle a quand même 5 minutes, juste pour revenir et rebondir sur les commentaires. Il y a 5 minutes, c'est assez difficile d'analyser cadre par cadre dans un colloque. On est en temps très limité et du coup c'est très compliqué. Sinon, moi je suis plutôt de la sémiotique, donc j'avais vraiment peur d'utiliser toutes les sortes d'instrumentalisation de la linguistique qu'on utilise dans un colloque des sciences de l'information et de communication. C'est pour ça que ça peut-être donné l'air d'être léger. Mais voilà, c'est plutôt pour ne pas trop entrer avec la sémiotique parce que ce n'est pas notre but ici. Mais concernant la réception, comme je viens de la sémiotique plutôt, ça ne m'intéresse pas trop la réception. Parce que c'est pour ça. C'est une branche sur laquelle vous êtes assis quand même. Oui, c'est ça en fait. Ça ne m'intéresse pas trop parce que
pas dans la perspective où j'analyse. Parce que je peux effectivement aller sur Ça, les c'est commentaires. votre parti pris. Votre parti pris, Oui. c'est plutôt de laisser de côté l'analyse des réceptions. Voilà. Mais parce qu'en fait, les trucs, c'est que moi, je peux tout à fait aller sur les commentaires, analyser les discours, les valeurs qui sont dégagées à partir des commentaires qui sont là. Mais moi, l'idée, c'est de vraiment juste travailler avec la vidéo. Et après, si je compte faire un mélange entre l'un et l'autre, c'était un choix de l'objet que j'ai fait parce que c'est un objet assez récent. Ils ont gagné, ils ont été élus cette année avec le même album entre les 35 meilleurs albums de métal. Du coup, c'est quelque chose assez grand qui a pris de l'ampleur et c'est ça qui attire. Ça sert, par exemple, je ne sais pas que ça sert à rien de parler d'un album de 1990, mais il n'y a pas eu la même répercussion. Du coup, il y a aussi la question de l'objet, de l'importance de l'objet dans ces moments. Surtout qu'avec les présidents qu'on a au Brésil, voilà, il y a tout notre enjeu derrière. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder la forme et la structuration de cet objet. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi une structuration qui fait penser à la fois un mélange de genres entre documentaire, fictionnarisation, etc. Donc, je comprends, mais c'est peut-être justement ce qu'on a peut-être mal vu, mais on ne va pas demander de vous expliquer là, c'est vos outils pour décortiquer, pour analyser ce type de production. Il y avait une autre question. Je me déplace du coup. Oui, je suis bien, mais parce que je pense que... Voilà, alors moi je suis professeure ici en anthropologie. Donc ma question sera peut-être décalée et j'entends qu'il y a un focus vraiment sémiotique sur l'analyse des images. Mais vous avez comme démarré votre présentation en questionnant ça légitime d'un vidéoclip engagé, pas engagé. Voilà, le statut de l'objet. Alors j'entends que vous avez une réflexion qui vous est propre à partir de l'analyse du coup de ces images. Ma question, est-ce que vous vous êtes retourné ou est-ce que c'est dans votre intention de recherche d'aller voir éventuellement ces musiciens et dire mais comment vous situez-vous? Alors peut-être parce que moi je suis une empiriste en tant qu'anthropologue, alors peut-être ça ne fait pas du tout partie du protocole de votre recherche, mais en tout cas je serais curieuse de savoir que disent-ils eux-mêmes en fait de ce qu'ils ont produit. Est-ce qu'il y a une volonté alors l'engagement, vous ne l'avez pas connoté politique ou pas, en tout cas moi je le vois. Est-ce qu'il y a un engagement politique? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une volonté de faire une vidéoclip qui soit percutant beau pour qu'il circule au maximum? Enfin bref, quelle est leur intention là derrière? Et alors deuxième question, est-ce que ça, dans votre protocole de recherche, ça ne ferait pas aussi également partie, parce que vous avez mentionné ces cultures, ces populations indigènes, dont certaines en vidéo ici représentées ne sont pas pourtant de l'Amazonie, mais est-ce qu'elles-mêmes sont... Parce qu'on parle ici aussi du droit à l'image, vous avez été demandé ce que vous êtes là. Est-ce que ces personnes-là sont conscientes d'apparaître dans un vidéoclip sur le métal? Parce qu'il y a un magnifique moment, je trouve, de transition qui s'opère avec un didgeridoo à un moment. À la fin, il y a le métal, enfin, je vois que vous restez surtout sur le langage, mais au niveau de l'image, enfin, au niveau sonore musical, il y a un moment où il y a un fondu et qui réapparaît le didgeridoo. Du moins j'ai cru croire que c'était plus ou moins du didgeridoo, en tout cas d'autres instruments que ceux d'un groupe de métal. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il y a une... Oui, c'est un peu la question. Voilà, ma question c'est est-ce qu'eux-mêmes sont... est-ce qu'ils sont au fait de leur image qui apparaissent dans ce groupe de métal-là? Est-ce qu'il y a un projet en fait collectif qui se met là? Voilà, merci. Merci de votre question. Je vais commencer par la fin. Oui, il y a un projet collectif derrière qui s'était engagé avec les groupes Gojira, il s'est engagé avec une entreprise qui s'appelle, en fait, c'est un film divisé en plusieurs parties qui s'appelle Hybridus, The Spirits of Brazil. Et du coup, ça englobe toutes les sortes de religions, des cultures indigènes et tout. Et du coup, c'est dans ces cadres-là que les collectifs, ils ont cherché les collectifs pour partager ces images. Et encore une fois, ils ont un vrai engagement parce qu'ils ont participé à des manifestations en août 2021. Comme je dis, le chanteur est parti au Brésil pour manifester à côté des indigènes pour soutenir dans leur cause. Après, c'est qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent? Je pense qu'ils sont vraiment engagés. Par contre, ça, c'est la seule chanson dans leur album
qu'il a cet engagement. L'autre, il revient à d'autres questions sur le monde. Bon, ben on va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup.